Bienvenue à ce replay de notre webinaire La mixité dans la filière bois et forêt en Normandie. Webinaire qui a eu lieu le 7 mars 2025 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui avait lieu le 8 mars comme tous les ans. Je remercie tous les participants qui se sont rendus disponibles pour cette présentation de notre démarche qui a débuté il y a un peu plus d'un an et dont nous allons aujourd'hui vous présenter avec mon collègue Ange Fagnan les résultats et les outils que nous allons mettre à disposition de la filière bois et forêt. Tout d'abord, pour raconter un petit peu cette démarche sur la mixité, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui ont financé cette démarche. L'ARACT, donc l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, à travers son fonds pour l'amélioration des conditions de travail, le FACT, la région Normandie, la DRETS, la DRDFE, et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'échanger avec plusieurs de ces partenaires. Aujourd'hui, comme vous le savez certainement, la filière forêt-bois est très peu féminisée, comme beaucoup d'autres filières techniques. C'est ce qui nous a amené à développer une démarche pour encourager les entreprises de la filière à mieux accueillir les femmes et ainsi à ouvrir leur vivier de recrutement. Pour vous venir introduire un peu ce propos et ce que nous avons pu faire, nous allons vous proposer de repartir un petit peu dans le passé, même très loin dans le passé, pour faire un point historique, pour montrer la manière dont on a pu en arriver là aujourd'hui et pourquoi tout n'est pas la faute, loin de là, des entreprises qui ne voudraient pas accueillir des femmes dans la filière bois et forêt. C'est important de commencer par là, puisque on ne peut pas être du tout dans une démarche punitive ou une démarche culpabilisante par rapport aux entreprises. Nous, notre souhait, c'est vraiment d'ouvrir des portes et en comprenant un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, on comprendra en quoi est-ce que aujourd'hui ça peut être encore difficile d'accueillir des femmes dans la filière. Pour débuter, je vais vous proposer de repartir donc même très très loin dans l'histoire, puisque je voudrais vous parler de ce bas-relief et au-delà de ce bas-relief, du personnage presque central, qui est cette femme qui se promène sur ce bas-relief avec son carquois et son arc. Cette femme, c'est Atalante. Alors, c'est la mythologie grecque dans laquelle je vous emmène pour débuter ce webinaire. Atalante, c'est la fille d'un roi, du roi Iasos, et ce roi ne voulait que des fils. Et c'est ainsi qu'il a abandonné sa fille, Atalante, dans les montagnes d'Arcadie. Elle a survécu, elle a été recueillie par une ours. Et cet ours lui a beaucoup appris, ce qui fait que Atalante est devenue à la fois une athlète et une chasseresse qu'aucun homme ne pouvait battre à la course et qui était extrêmement forte aussi en lutte. Ce personnage, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre une femme qui est élevée en dehors des contraintes sociales et des constructions sociales et qui développe tout son potentiel de force et toutes ses aptitudes. C'est en ça qu'elle nous intéresse, cette Atalante, et ainsi elle a toutes les qualités qui sont propres aux héros grecs et en l'occurrence aux héroïnes. Elle est donc invitée par Méléagre, c'est le personnage qu'on voit au centre sur ce bas-relief. Méléagre, c'est le fils d'Énée, qui est donc un héros, et qui va inviter Atalante avec d'autres personnes à participer à la chasse d'un sanglier, le sanglier de Calydon, qu'on voit ici abattu par Méléagre, sanglier qui ravageait tout le sud de la Grèce. Il y va donc avec une douzaine de héros grecs, mais voilà ce que nous rapportent les textes anciens qui ont été retrouvés. J'ouvre les guillemets. Mais la présence d'une femme troublait les héros mâles. Par conséquent, certains refusèrent de participer à la chasse, mais Méléagre les y contraignit. Et puisque c'est une belle histoire de la mythologie, sans grande surprise, c'est bien Atalante qui va blesser la bête en premier grâce à l'une de ses flèches. Un petit peu plus tard,
on va retrouver le même schéma, la même histoire, racontée cette fois par Apollonius de Rhodes, donc un écrivain de la Grèce antique, à un moment où Atalante propose à Jason, Jason, celui de la Toison d'Or, de se joindre à lui pour cette expédition de la Toison d'Or. Et Jason, lui, va refuser. Il n'a pas le caractère aussi ouvert que Méléagre. Il va refuser, et j'ouvre les guillemets à nouveau, craignant que sa présence ne sème la discorde parmi les hommes de l'équipage. Et donc, c'est là qu'on voit que, malgré toutes les qualités d'Atalante, eh bien, les Argonautes vont préférer se priver de son talent et de ses atouts indéniables pour ne pas déstabiliser l'équipe. Vous voyez peut-être dès à présent le lien qu'on peut faire avec des histoires entendues dans la filière où on craint que une jeune fille, une jeune femme, une femme vienne troubler une équipe complètement masculine. Et donc, on le voit bien depuis ce cliché existe depuis une éternité où les humains pensent que les hommes doivent rester entre eux pour que leur organisation fonctionne mieux. On verra tout à l'heure que ce n'est pas complètement exact dans la réalité. Pour revenir à aujourd'hui, comme tout le monde ne peut pas aller combattre des monstres ou chercher des trésors fabuleux, c'est le plus souvent dans le monde du travail qu'on va retrouver cette ségrégation entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ségrégation qui existe depuis des millénaires. En effet, on a des données, là aussi trouvées par des historiens, des ethnographes, plus récents que Apollonius de Rhodes, et on voit que depuis des centaines d'années, les métiers ont un genre. On pense même que la séparation entre des travaux féminins et masculins date de plusieurs. Cette organisation en métiers daterait de 4 à 1 millénaire avant Jésus-Christ. Et dès ce moment-là, les métiers du bois auraient été masculins, comme par ailleurs une grande majorité des métiers. C'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, les femmes étant cantonnées dans un plus petit nombre de métiers, en général moins bien valorisés socialement et financièrement que les hommes. Ici, c'est très clair. Ce que je vous présente là, c'est quelques résultats qui viennent d'une enquête ethnographique qui date de 1973, faite par M. Murdoch. Et cette enquête s'est intéressée à 185 sociétés traditionnelles non industrielles ou pré-industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ses recherches, dans les années 60, 70, ce sociologue, cet ethnographe, a été observé des sociétés qui n'avaient pas été touchées, bouleversées par nos sociétés industrielles. Et c'est pour ça qu'il a pu nous donner ce tableau qui nous indique bien qu'il y a une disparité très forte entre des métiers extrêmement masculins, le travail du métal, le travail du bois, le travail de la pierre, de l'os, de la corde, de la coquille, et d'un autre côté, des métiers qui vont être beaucoup plus féminins. Vous verrez qu'il y a quand même un petit écart, on a davantage d'hommes dans ces métiers dits féminins que de femmes dans les métiers masculins. Mais d'un autre côté, on va avoir le filage, la poterie, le tissage, le fait de faire des nattes, qui sont des métiers, des occupations beaucoup plus féminines. On a d'autres données que celles-ci, Murdoch n'est pas le seul à avoir analysé ça, et on va voir des hypothèses formulées par des anthropologues, notamment l'anthropologue français Alain Testard, qui vient essayer d'expliquer cette séparation des métiers, notamment avec le rapport à la matière. Et en effet, là, vous voyez bien qu'on a des matériaux durs d'un côté, des matériaux plus souples de l'autre. Et lui indiquerait que, alors il indique que il y a peut-être un rapport au travail de la matière et aux outils. Et que d'un côté, on aurait pour les hommes des outils qui transpercent, qui fendent, qui percutent lourdement. Et d'un autre côté, les femmes auraient plutôt des métiers qui écrasent, qui cueillent, qui grattent. Voilà. Alors après, Alain Testard, je n'irai pas plus loin, mais lui il va beaucoup plus loin sur des données presque philosophiques sur le rapport au corps. Mais je m'arrête là. En tout cas, la distinction entre métiers masculins et féminins est très claire.
Euh, et quelles que soient les raisons, la jeunesse de la filière bois et forêt est très masculine, est extrêmement ancienne, comme on le voit ici, ce qui la rend d'autant plus difficile à faire bouger. Ce qui est intéressant, et c'est là où on fait le lien entre la mythologie, l'histoire de l'humanité très ancienne, l'ethnographie et nos sociétés contemporaines, c'est que aujourd'hui encore, on voit cette distinction entre des métiers métal, bois, pierre, etc., et les métiers des matières souples. C'est très clair ici. En 2002, les ouvriers du métal, on avait entre 1 et 5 de femmes. Les ouvriers du bois, on était à peu près 6 de femmes. Évidemment, il n'y avait pas de conducteur d'engin dans l'étude de Murdoch, dans des sociétés pré-industrielles, ça s'entend, mais de toute façon, on est toujours à 0%. Et puis, les ouvriers du gros œuvre du bâtiment, alors je n'ai pas là de distinction bois particulièrement, mais en tout cas, on voit bien aussi qu'on était à un très très faible niveau de féminisation, tandis que sur la partie matériaux souples, ici le textile et le cuir, là, c'était occupé majoritairement par des femmes. Voilà, c'est ces quelques données qui font que on voit une faible évolution des occupations et de la distinction entre les métiers depuis donc des millénaires avec ses répercussions encore actuelles. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de notre filière bois et forêt qui nous intéresse aujourd'hui, avec là aussi quelques chiffres. On va commencer par celui-ci. Dans la filière bois et forêt, tous métiers confondus, c'est-à-dire vous savez que la filière bois et forêt est très large dans son acception, puisqu'on va avoir à la fois des métiers liés à l'amont forestier, des métiers liés à la transformation du bois, puis à la construction. Tous métiers confondus, dans la filière bois et forêt en France, en 2022, il y avait 84 d'hommes et 16 de femmes. Et c'est la même chose au niveau normand qu'au niveau national, à 1 ou 2 près. En 2022, il y avait un léger progrès de 2%, puisqu'on arrivait à 82 d'hommes et 18 de femmes, et avec des vraies disparités suivant les métiers, si on zoome un petit peu sur les métiers de la filière, puisque on va le voir ici, sur l'amont et sur le bout de l'amont et le bout de l'aval, c'est là qu'on va retrouver le moins de femmes. Alors, on peut aussi faire le lien avec le fait que ce sont en général là où il y a le plus de chantiers, que ce soit des chantiers forestiers pour la partie sylviculture et exploitation forestière, que des chantiers de construction pour la partie construction. Et à ces deux extrémités, on retrouve un pourcentage de à peu près 9% de femmes. Donc imaginez que sur votre chantier, vous avez 100 personnes, il va y avoir 91 hommes et 9 femmes perdues un peu au milieu de tout ce monde-là. Et ça, c'est pas non plus une image complètement exacte, pas forcément exacte. Pourquoi? Ici, on vous parle de secteur, mais ça ne veut pas dire que dans une entreprise, par exemple, de l'exploitation forestière ou de la construction, je vais aussi avoir des fonctions transversales. Ces fonctions, des fonctions support. Et il est en général prouvé que ces fonctions support, de secrétariat, de comptabilité, de communication éventuellement, sont des fonctions qui, elles, sont majoritairement occupées par des femmes, ce qui fait que sur les chantiers, finalement, quand vous avez votre chantier avec 100 personnes, il y a quand même de fortes chances aujourd'hui que ce soit une centaine d'hommes et que les femmes de ces secteurs-là soient dans les bureaux. Alors, on peut s'interroger, se demander pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Alors, on a évidemment la question du poids historique, de la manière dont se sont construits les métiers depuis des millénaires. Euh, et on voit aussi que c'est un phénomène qui se reproduit encore aujourd'hui, notamment du fait de l'orientation des jeunes. Ici, on va le voir, c'est donc pas uniquement un biais de recrutement qui fait qu'il y a peu de femmes dans la filière,
c'est qu'il y a un biais au recrutement dans les centres de formation. Il y a donc peu de femmes sur le marché du travail. Et pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite, elles s'engagent beaucoup moins dans les filières techniques, professionnelles et par ailleurs, pour d'autres types de métiers, elles s'engagent moins dans les filières scientifiques. Or, nous, notre filière bois et forêt, elle est constituée essentiellement de profils, qui viennent des filières professionnelles et d'un autre côté, de filières, plus, d'enseignement supérieur, plus liées aux filières scientifiques. Donc là, quand on est une fille, quelque part, on s'inscrit assez peu dans ces 2 schémas-là. Ici, on le voit, c'est l'orientation des filles et des garçons après la troisième, savoir qui part en enseignement professionnel, qui part en enseignement général ou technologique. On le voit déjà ici, il y a un déséquilibre, puisque beaucoup moins de filles partent dans l'enseignement professionnel par rapport aux garçons. On est à 26 d'un côté, 39 de l'autre. Et ensuite, on le sait, parmi ces filières professionnelles qui vont être sélectionnées, ce ne sont en général pas les filières liées aux métiers techniques, heu de production, qui vont être, prisées par les jeunes filles. Elles vont aller sur d'autres métiers qui sont plutôt liés aux soins de la personne, tandis que les filières qui nous intéressent vont être largement masculines. On le voit ici avec la répartition des élèves qui préparent un CAP, un baccalauréat professionnel ou un brevet métier d'art, selon la spécialité de formation en 2019. On le voit, la forêt et les espaces verts, on a 11,6 de filles. Le bâtiment, alors là, c'est des données un peu plus larges, pas uniquement sur les métiers bois, mais construction et couverture, on est à 3,7. Les finitions, qui incluent des métiers comme la peinture qui se sont féminisés récemment, ici, on est presque à un quart, ce qui est un maximum. Et puis, là où on voit vraiment le travail du bois et de l'ameublement, on est seulement à 11,6 de filles dans, ces filières, professionnelles. Si on passe, aux filières, qui sont, la seconde, le lycée général ou technologique, on va là aussi voir très tôt une séparation entre des choix d'enseignement, plutôt littéraires pour les filles, plutôt scientifiques pour les garçons. Donc c'est assez clair sur les maths, la physique, chimie, hem, tandis que les sciences de la vie et de la terre est le seul qui se retrouve à peu près à égalité, dans les matières scientifiques entre les garçons et les filles. Mais on va le voir ici, les enseignements d'exploration qui sont suivis en seconde générale et technologique, en 2018, on voit bien que tout ce qui concerne les sciences humaines vont être très majoritairement féminines avec à peu près 40 contre moins de 20 de garçons, tandis que le profil scientifique ou technologique va être là bien plus, masculin que féminin. On est à un ratio de, à peu près 56 pour les filles et 75,7 d'options de cet ordre, scientifique pour les garçons. Donc on voit là déjà qu'on prépare des filières, qui vont être extrêmement genrées. Ça se retrouve, chez nous en Normandie avec des chiffres qui datent un petit peu, qui datent de 2022 où, on avait un faible nombre de jeunes filles dans, l'ensemble de ces filières, bois et forêt en Normandie. Mmh. Ainsi, vous aurez vous-même trouvé cette, conclusion qui est assez évidente. Pour qu'il y ait plus de femmes dans la filière bois et forêt, il faudrait qu'il y ait davantage de filles dans les formations et pour ça, il est évident qu'il faudrait un changement majeur des mentalités pour que les petites filles puissent avoir une complète, un choix vraiment libre dans ce qu'elles souhaitent faire, plus tard.
Et donc, vous comprendrez tout aussi bien que malheureusement, nous n'avons pas cette baguette magique à Fibois-Normandie, que ce sont des moyens qui nous dépassent largement. Et pourtant, c'est là où on s'interroge, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même ou est-ce qu'on laisse filer parce qu'on ne sera jamais assez puissant pour contrer ce mouvement vraiment très, très installé depuis des siècles? Et la réponse est non, on n'avait pas envie de baisser les bras et de laisser faire. Et c'est pour ça que nous avons lancé en dès 2022 cette idée d'une démarche spécifique, pour la filière bois et forêt, pour essayer de réduire cet écart de 80 20 Quand on a commencé à réfléchir à ce sujet, il y avait un autre, élément qui nous motivait, c'était que nous étions, après le covid, dans un grand moment de pénurie de main-d'œuvre dans la filière bois et forêt. Là, en ce moment, c'est un peu plus atone vu les conditions, économiques, du moment. Néanmoins, on a malgré tout de moins en moins de personnes qui viennent se présenter dans la filière bois et forêt et il faut donc poursuivre nos efforts par rapport au recrutement. Il y a l'élargissement de ces recrutements. Or, il y a un postulat très objectif, on le voit ici, la population mondiale est à 52 féminine, alors que la population de la filière bois et forêt est à 80 masculine. Il y a donc là clairement un vivier de compétences et de motivation qu'on peut exploiter, qu'on peut aller chercher pour essayer de répondre aux besoins des entreprises maintenant, mais aussi un petit peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on a fait? Heu, L'option la plus la plus simple, ça aurait été de se dire: «On fait une grosse action de communication en Normandie en direction des femmes pour leur dire que c'est super de venir travailler dans la filière bois et forêt, qu'elles seront les bienvenues». Alors c'est une idée, on aurait pu faire ça, mais on a estimé que cette option était sans doute inefficace. Déjà, pour faire une action de communication de cette nature, il faut beaucoup de moyens. Ce sont des moyens que nous n'avons pas et nous ne sommes pas outillés aujourd'hui pour toucher le grand public. Donc on aurait fait des choses, qui, se seraient sans doute un petit peu perdues, dans toute la masse, d'informations qui passent sur les réseaux sociaux, tous les jours, sachant que nous, on a des réseaux sociaux comme tout le monde, mais qui sont pas forcément, extrêmement puissants. Par ailleurs, pour faire ce type de campagne, sans le soutien des entreprises de la filière, ça n'aurait fait que renforcer cette inefficacité. Donc on a choisi une autre option. Heu, Nous avons bien compris que les entreprises du secteur n'étaient pas nécessairement opposées à ce principe de mixité, mais c'est vrai qu'on a pu constater qu'elles y étaient peu sensibilisées. Et donc nous nous sommes dit que pour préparer plus tard l'arrivée de plus de femmes dans la filière, il fallait peut-être commencer par ce niveau de sensibilisation pour garantir, qu'une femme qui arriverait dans la filière aujourd'hui se sente bien accueillie. C'est-à-dire que l'entreprise soit adaptée, un homme et une femme, c'est pas complètement pareil, il y a des besoins physiologiques, par exemple, qui sont différents. Il y a encore aujourd'hui, une distinction sociale, entre les femmes et les hommes, puisqu'on va considérer en règle générale que, les femmes vont davantage s'occuper de leur foyer, de leur famille et que donc, elles ont des contraintes, que les hommes peuvent aussi prendre en charge, mais aujourd'hui on le voit, les chiffres le montrent, c'est toujours davantage des missions qui sont pensées au féminin et donc voilà, pour réussir pour l'entreprise à concilier tout ça, à permettre un des équilibres de vie professionnelle et personnelle, qui s'accordent bien et qui permettent, de recueil de recruter des femmes d'un côté et de faire en sorte qu'elles se sentent bien dans l'entreprise et qu'elles soient donc ancrées dans l'entreprise et ça, c'est aussi une force pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on a choisi cette option qui était un petit peu plus longue de sensibilisation, d'aller étudier les freins, de trouver des perspectives qui puissent intéresser les chefs d'entreprise et les responsables RH et nous avons lancé cette enquête sur les conditions d'accueil des femmes dans la filière bois et forêt en Normandie, tout en créant ensuite des outils,
de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises que Ange présentera dans quelques instants. Avant ça, moi, je vais aussi essayer de vous convaincre, même s'il y a peu d'entreprises, pendant ce webinaire, mais peut-être que, certains d'entre vous, chefs d'entreprise, responsables RH, vous allez nous regarder justement avec ce replay. Je vais essayer de vous convaincre en quelques mots sur le fait que la mixité peut être une vraie opportunité pour les entreprises. Aujourd'hui, on le sait, les injonctions par rapport aux entreprises sont extrêmement nombreuses. Il vous faudrait plus de mixité, plus de diversité, l'insertion des jeunes, l'emploi des seniors, prévenir les discriminations, garantir l'égalité. Et à chaque fois, on vous demande des indicateurs qui diffèrent d'une administration à l'autre, où on ne prend pas tout à fait la même base, donc c'est compliqué, ça vous oblige à retravailler des bases de données. Et puis d'un autre côté, vous avez d'autres injonctions sociales, environnementales, avec là aussi un certain nombre de contraintes auxquelles vous devez vous plier. Et moi, je comprends tout à fait que vous puissiez vous dire, la mixité, on a autre chose à faire. La féminisation, on a autre chose à faire et de toute façon, les femmes ne viennent pas frapper à la porte de l'entreprise, donc passons à autre chose. Sauf que il est certain qu'il peut y avoir un vrai gain pour les entreprises, en recrutant des femmes. Il y a des gains pour les entreprises, il y a des gains pour les femmes, tout d'abord, hein, ça de manière assez générale. Le fait de permettre à des femmes de se réaliser dans un métier, ça permet, à toute la société d'avancer puisqu'on brise des stéréotypes. Ça permet aux femmes de faire toutes les carrières qu'elles souhaiteraient faire, qu'elles aient des opportunités variées. Ça, c'est une évidence. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va adapter l'entreprise aux femmes, pardon, ça va être aussi bénéfique pour les hommes qui sont déjà dans l'entreprise. Déjà parce qu'on va avoir un environnement de travail qui va un petit peu changer. Et puis aussi parce que très souvent, quand on va penser une modernisation d'un outil de production ou d'un lieu d'accueil ou d'une politique RH pour se dire que ça va être bien pour les femmes de l'entreprise, en règle générale, ça va aussi bénéficier aux hommes. Si vous avez un nouvel engin de levage, parce que vous vous dites que vous allez embaucher des femmes, ça cassera aussi moins le dos des salariés actuels et donc ce sera, bien, et bénéfique pour l'ensemble de votre équipe. De la même manière, si vous avez un process RH, qui vient proposer davantage de temps d'équilibre, vie personnelle et vie professionnelle, là aussi, les hommes de votre équipe peuvent y trouver un avantage certain. Et puis, ça peut être aussi, même si là, on s'ouvre sur d'autres perspectives, ça peut aussi leur permettre de venir rééquilibrer le temps passé aux tâches quotidiennes dans la maison et par rapport aux enfants, pour que ça repose davantage à égalité entre les deux parents. Donc, il y a des avantages pour les hommes. Il y a des avantages pour l'entreprise et c'est là que moi je voudrais insister un petit peu avec, un certain nombre de chiffres. Alors, il y a aujourd'hui pas mal d'éléments de recherche, plutôt sur des entreprises du CAC 40. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises du bois et de la filière bois et forêt de Normandie dans le CAC 40, voire pas du tout. Je vais quand même commencer par ces chiffres-là et puis ensuite on abordera le cas d'entreprises qui nous ressemblent le plus. Il y a d'abord un gain en productivité qui est évident quand il y a plus de mixité. Pourquoi il est évident? C'est qu'il y a des chiffres qui le montrent. Il y a un observatoire qui s'appelle l'observatoire Schema, donc du nom d'une école de commerce du sud-ouest de la France. Cet observatoire Schema de la féminisation des entreprises du CAC 40 montre que la rentabilité opérationnelle des entreprises est corrélée à la féminisation de l'encadrement et qu'il est aussi corrélé à la féminisation des effectifs. Donc c'est pas uniquement le top management qui est en question. Pour vous donner juste un chiffre, cette rentabilité opérationnelle sur l'année 2022 des 10 entreprises dont l'encadrement est le plus féminisé est 60% supérieure à celle des 10 entreprises dont l'encadrement est le moins féminisé.
Il y a quand même un écart de rentabilité opérationnelle de 60% entre ces deux types d'entreprises. Les marchés financiers, nous dit toujours cette étude, estiment que les 10 entreprises dont l'encadrement est le plus féminisé représentent un risque d'investissement plus faible et leurs perspectives de croissance sont plus grandes. Donc là aussi, c'est un indicateur qui est objectif et qui nous éclaire sur ce rôle de la féminisation. Je vous le disais, nos entreprises de la filière bois et forêt en Normandie ne font pas encore partie du CAC 40, mais elles sont aussi concernées. Et là, une autre étude nous en parle, c'est une étude assez récente de France Stratégie, qui indique que, à caractéristiques égales, une entreprise plus éloignée qu'une autre de la moyenne en termes de mixité est aussi moins productive. Je cite encore, dans l'ensemble de l'économie, les entreprises les plus masculines et les plus féminines présentent de niveaux de productivité inférieurs de l'ordre de 20 à 30% aux autres entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je traduis, ça veut dire que les entreprises où vous allez trouver davantage de mixité, c'est-à-dire un taux d'emploi de minimum 30% de l'un des deux sexes, que ces entreprises mixtes vont avoir un niveau de productivité supérieur. Et ça concerne l'ensemble des entreprises. Et donc, c'est un indicateur que vous pouvez garder en tête. Avoir des femmes dans votre structure et des hommes, puisqu'on est sur une question de mixité, donc du mélange des deux genres, eh bien, c'est meilleur pour la productivité de votre entreprise. Ce qui explique, par ailleurs, ce que rappelait l'Observatoire Schema à l'instant sur la féminisation des effectifs et la rentabilité opérationnelle. C'est aussi, pour parler d'un autre point, un gain en sécurité. On voit qu'en général, les hommes ont des comportements plus à risque, surtout s'ils restent entre eux. Ça risque voilà, d'avoir une émulation négative et la présence de femmes dont on sait que traditionnellement, elles sont plus sensibles aux questions de sécurité, c'est une question d'éducation, eh bien, ça va permettre d'avoir un exemple positif dans l'équipe et donc de favoriser ce gain en sécurité pour tout le monde. C'est aussi un gain en créativité, mais ça, c'est lié au mélange de tout type de personnes, pas que des femmes. Le mélange d'âge, de genre, permet de mélanger ses points de vue et de trouver des solutions différentes à des problèmes. On n'a pas tous le même regard sur la vie, et donc ça peut être intéressant aussi, au sein d'une équipe. Et puis ça, je l'abordais tout à l'heure, il y a un gain en conditions de travail pour l'ensemble de l'équipe, puisque vos aménagements de postes, de travail, de locaux, de politique RH, profitent à tous les salariés et voilà, le moins de pénibilité, sera bénéfique pour tous les salariés. Et puis, c'est aussi un gain en stabilité, et en compétences. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le fait de recruter des femmes, évidemment, permet d'élargir la taille de votre vivier du marché du travail et donc plus vous avez un vivier large, plus vous avez la possibilité d'y trouver des talents qui vont correspondre à vos besoins et puis, il y a aussi des éléments qui montrent que les femmes sont des salariés plus stables dans l'entreprise, qu'elles démissionnent moins facilement que les hommes et ce qui permet de garder des compétences stratégiques dans votre structure et aussi de rentabiliser l'investissement en formation que vous avez pu effectuer. Voilà, la quelques arguments, qui, j'espère, vous donneront envie d'étudier d'un petit peu plus près les candidatures, féminines et puis peut-être aussi d'accepter des alternantes et des stagiaires filles pour leur donner envie de rejoindre la filière. Et à présent, je vais laisser la parole à Ange Fagnan, notre nouveau chargé de mission emploi-formation, qui aura comme rôle justement de venir auprès des entreprises pour présenter ses outils et essayer de favoriser l'amélioration, la féminisation de notre filière. Je vais donc laisser Ange vous présenter
les résultats de cette enquête qui a été faite par le cabinet Equilibre. Concernant les outils, les travaux dont nous venons de parler ont permis la création de deux outils, donc un questionnaire d'auto-évaluation qui permet aux entreprises de se situer sur le plan de l'égalité homme-femme. Et à ce questionnaire est associé un guide des bonnes pratiques qui lui apporte des éléments de réponse, des ressources ou des exemples. La pertinence de ces deux outils repose sur la méthodologie dont ils sont issus. Nous avons donc travaillé en collaboration avec le cabinet Équilibre et une ergonome qui est intervenue auprès de 7 établissements de la filière forêt-bois, que nous remercions d'ailleurs pour leur collaboration. Donc l'ONF, Kunkel, Alliance Forêt-Bois, Biocombustible, Cuiller, Aubert-Labansat et l'entreprise du Chêne. Donc cette observation était plus axée sur la vision stratégique et une observation plus sur le secteur opérationnel a été faite aussi par le biais de l'ergonome qui a réalisé donc 14 entretiens individuels, 7 observations d'activité et un entretien collectif sur le chantier. Globalement, ces deux observations convergent. On relève donc une culture de l'entraide, l'adaptation des postes, mais à contrario, des remarques encore sexistes se font ressentir, des plaisanteries liées au sexe des personnes. Par ailleurs, la féminisation est perçue encore comme un défi dans la mesure où ce n'est pas un projet qui est suivi de très près pour l'instant. Et les entreprises ont également peur de verser dans la discrimination positive. Donc une fois que ces observations ont été faites, il s'agissait d'identifier les leviers d'action. Donc une étude comparative a été menée afin de créer les rubriques du guide. Donc on a mis en relation les observations faites au sein des établissements avec des pratiques qu'on observe dans des pays où la mixité est traitée avec beaucoup plus de moyens. Donc nous avons 6 rubriques différentes, du recrutement jusqu'aux différentes aides qui peuvent être apportées sur le plan financier aux entreprises pour adapter les postes, etc. À titre d'exemple, on peut prendre le recrutement où la façon de communiquer déjà dès ce stade est très importante. L'utilisation de l'écriture inclusive dans la rédaction de fiches de poste est importante, aussi bien que la présentation de modèles féminins pour attirer des profils justement féminins. Ou le droit des salariés, les entreprises peuvent faire des efforts pour accompagner le retour après les congés maternité ou paternité. Donc le guide se compose de ces différentes rubriques dans lesquelles, on va en parler un peu plus tard, se trouvent différentes sections. Donc une fois que ce travail a été fait, il s'agissait de construire les outils eux-mêmes. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, le questionnaire, lui, permet d'accéder au guide des bonnes pratiques comme par section en fait. Donc le questionnaire, lui, se présente sous cette forme-là, donc une version papier avec des questions du type dans mon entreprise, on entend parfois des plaisanteries ou des remarques liées au sexe de la personne, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Vous répondez oui ou non, et ensuite vous comptabilisez les points que vous avez, et ça vous donne un score par section, ce qui vous permettra de savoir, en lien avec le guide des bonnes pratiques, les actions sur lesquelles vous devez concentrer vos efforts. Et de façon plus générale, la grille d'auto-évaluation est composée de 27 questions réparties en 5 sections. Et une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez aussi évaluer votre degré de maturité de manière plus large. Nous avons réalisé une version numérique qui vous permet de remplir directement. Le décompte des points, lui, est fait directement par la machine. Et je tiens à préciser que cette version est totalement anonyme et confidentielle. C'est très important d'avoir à l'esprit que ce questionnaire doit être rempli avec le plus grand sérieux si on veut qu'il déploie son plein potentiel. En parallèle, cette étude, ce questionnaire, lui, s'axe sur l'égalité femmes-hommes, mais nous sommes en train de travailler à une version plus élargie qui va traiter des questions liées à la qualité de vie et les conditions au travail. Donc, les sujets que nous avons abordés ici seront inclus dans cette version plus large, mais on pourra traiter beaucoup plus de sujets. Donc voilà pour les outils. Là, c'est le guide des bonnes pratiques qui sera, lui, disponible sur notre site internet, que vous pourrez télécharger de façon totalement gratuite. Et donc, il vous permettra
d'avoir des ressources, des exemples et des axes de travail. Enfin, je voulais vous parler de la campagne de communication que nous avons déjà amorcée. Donc, il s'agissait pour nous de mettre en lien des personnages de l'imaginaire collectif issu du conte. Donc là, par exemple, sur cet exemple, c'est Blanche-Neige. Et la phrase qui est associée, c'est Blanche a quitté la chaumière pour la gestion forestière. Donc il s'agissait de créer un petit peu un choc et de sortir les personnages féminins issus du conte de l'univers dans lequel on les a enfermés. Donc la même chose pour La Belle au bois dormant, qui ne dort plus mais qui bâtit son avenir, ou Le Petit Chaperon rouge, qui ne se balade plus dans le bois mais le travaille. Et donc ça, ce sont des maquettes, mais cette campagne a été aussi testée lors du Salon de l'orientation et des métiers à Rouen cette année, et il a rencontré un franc succès. Avant de terminer, je voulais vous dire aussi que ce travail se poursuit dans la mesure où nous avons recruté un stagiaire qui aura pour mission de se rendre auprès des organismes de formation et d'effectuer un travail similaire, donc de récolter des données et puis de voir comment nous allons pouvoir travailler aussi de concert avec les organismes de formation afin de faire de la mixité un vrai sujet au sein de la filière. On peut pas écarter les organismes de formation de ce travail et il va se faire justement dans les semaines, les mois à venir. Et c'est tout pour la présentation des outils. Comme vous l'avez compris, c'est un travail de longue haleine. On est tout à fait conscient, qu'on va pas nous, réussir à faire changer les mentalités, du jour au lendemain. Mais par contre, il est évident que l'accueil qu'on a eu jusqu'à présent était quand même plutôt favorable. C'est très encourageant et on est tous responsables des petits pas, qu'on peut faire pour essayer d'améliorer, cette féminisation de la filière bois et forêt. J'ajoute aussi que nous, on est tout à fait prêts à partager ces outils-là avec, les autres Fibois. Je sais qu'il y a beaucoup de nos collègues qui, se sont connectés avec nous cet après-midi. On a la chance d'avoir ce réseau national, Fibois France et de travailler beaucoup en collaboration les uns avec les autres et là aussi, c'est encourageant pour nous de se dire que ce qu'on a pu créer aujourd'hui en Normandie, ça pourra être, partagé, enrichi par le travail, des autres, régions et qu'on puisse toucher ainsi, une bonne partie des entreprises de la filière forêt-bois en France et pas uniquement en Normandie. Avant, de passer aux questions si vous en avez, je voulais à nouveau remercier, les financeurs qui ont permis, ce travail. Juste on n'a pas dit, je me permets de les citer, Ange, je crois pas que tu l'as dit, on s'est appuyé sur le travail du cabinet Équilibre, qui a réalisé le diagnostic, les entretiens et les entretiens de terrain. Hem, donc je les en remercie, je sais qu'ils sont présents aussi ici et avant d'aller un peu plus loin, on voulait laisser la parole justement aux structures qui nous ont accompagnés et notamment à madame Pernette. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Très, très brièvement, parce que je pense que voilà, l'enjeu aussi, c'est d'échanger sur cette présentation. Moi, je soulignerai plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'on voit bien quand même sur les filières, quelles qu'elles soient, on est quand même aussi tributaire de l'orientation qui est faite genrée à l'origine et qui aboutit effectivement du coup à une sous-représentation des filles par rapport aux garçons, notamment dans le milieu scolaire, et que du coup, voilà, c'est tout un travail de chaîne qui doit être fait, évidemment dans les filières professionnelles, mais bien en amont des filières professionnelles et au moment de l'orientation des jeunes gens et jeunes filles. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est je voudrais saluer en fait l'axe que vous avez pris, qui est de parler aux entreprises sur des sujets qui intéressent les entreprises, de cette question de la mixité, c'est-à-dire parler rentabilité, productivité, attractivité, parler culture inclusive, parler image. Je pense que voilà, c'est comme ça et c'est avec, je pense, cet axe-là qu'on va pouvoir susciter, j'imagine, dans le cadre de ce webinaire, des questions des entreprises présentes sur ce sujet de la mixité.
Troisième point, je voudrais aussi souligner le fait que vous ayez, dans le cadre de la construction des outils, engagé une participation en fait des entreprises sur ce sujet-là. Voilà, je salue toujours la co-construction qui peut être réalisée avec les entreprises pour que les questionnaires, pour que l'auto-évaluation qui est proposée, pour que les guides parlent aux entreprises, il doit aussi avoir été rédigé avec les entreprises sur un langage qui est compris par les entreprises. Donc vraiment, je salue ce travail de co-construction. Et enfin, oui, j'espère bien que cette initiative normande permettra un déploiement de cette réflexion dans les autres filières bois des autres régions. En tout cas, nous, en tout cas, on fera la publicité large des éléments qui ont été présentés dans le cadre du soutien que nous portons à cette question de la mixité, du droit des femmes plus largement, et y compris, puisqu'on est dans un temps de publication de l'index, c'est le mois de mars, sur la transparence par les entreprises sur cet enjeu en fait de mixité et d'égalité femmes-hommes. Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'en profite pour remercier les entreprises qui se sont prêtées au jeu des entretiens et en effet qui ont relu les outils pour pouvoir donner leur avis avant qu'on les transmette plus largement. Et je remercie aussi parce que décidément, on l'a fait avec beaucoup de gens et j'ai pas pris assez de notes pour préparer. On a réuni plusieurs fois un comité de pilotage durant toute l'année, enfin la fin d'année 2023 et l'année 2024 et ce début d'année 2025. Alors à la fois évidemment de personnes représentant les différents financeurs, euh, mais plus pour leur qualité propre que du fait qu'ils étaient issus de structures financeurs. Et il y avait aussi quelques autres personnes qui nous ont accompagnés, par exemple du rectorat, de certains centres de formation, des Fibois des autres régions, et tout ça justement pour pouvoir croiser nos différents regards et aboutir à des outils qui, on l'espère, en effet, pourront parler aux entreprises. On a essayé de les faire brefs aussi. On sait que le temps est compté pour tout le monde et que sur des sujets sur lesquels on est peut-être un petit peu moins, on a un peu moins d'appétence, d'avoir un outil un peu plus bref avait sans doute plus de chances d'atteindre la cible. Euh, Merci en tout cas pour ce premier retour et maintenant la parole est à vous. Si vous avez des réflexions et des questions sur ce travail, on sera très heureux de vous entendre. Oui, bonjour, c'est Cyril Le Picard, Alliance Forêt-Bois. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de cette initiative heureuse qui devrait nous permettre j'espère, de mettre dans tous les esprits de notre coopérative la nécessité de la mixité dans le personnel de la COP. Alors, c'est pas qu'on ne le souhaite pas, c'est pas qu'on ne le veut pas, et c'est que lorsqu'on met des annonces sur les réseaux sociaux, nous n'avons que des réponses masculines. On recherche un responsable commercial qui n'est pas vraiment un grand spécialiste de la forêt sur la basse Normandie. Eh bien, nous aimerions beaucoup que ce soit une femme, une jeune femme à former aussi, puisque nous formons aussi tout notre personnel et nous n'avons aucune candidature. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement chez Alliance. Voilà. C'est une situation qui est très partagée. Oui, oui, oui. Parce que, je sais que c'est partagé. Oui, exactement. Et au siège d'Alliance à Bordeaux, avec la DRH avec laquelle je travaille, on essaye de chercher la mixité. On a des pourcentages qui sont mauvais. Et pourtant, il y a vraiment, je sens vraiment une volonté globale du groupe Alliance
de favoriser l'intégration, même sans forcément avoir une vraie connaissance de la forêt, je répète, puisque nous sommes là pour former et le système du tutorat chez Alliance fonctionne très bien. Donc, ça veut dire que nous recherchons surtout des personnalités plus que des compétences. Et c'est peut-être Écoutez, là-dessus qu'il faut s'orienter dans les entreprises. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'orienter sur les entreprises, c'est de faire comprendre aux jeunes que c'est surtout leur personnalité qui leur feront gagner une compétence et surtout une passion dans leur travail, une passion. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. merci pour cette réaction. Et nous, on prend bonne note. On a besoin aussi de ces témoignages-là pour faire encore mieux dans les échanges qu'on pourra avoir avec toutes les entreprises. N'hésitez pas, je suis sûre que ça provoque quand même un peu de réaction, sinon ce serait dommage. Madame Cablan, allez-y. Oui, bonjour, Céline Cablan, donc je représente l'ARAC Normandie, donc ANACT, le FACT entre autres. Je voulais compléter ce que disait monsieur, enfin pas compléter, mais juste ce que vous l'avez évoqué, Madame Walik, et merci vraiment pour cette présentation extrêmement complète avec voilà, l'introduction historique très intéressante. C'est de dire que oui, effectivement, il y a un enjeu sur le recrutement, comment on favorise les candidatures. Mais je dirais que si on s'intéresse vraiment à la question de l'attractivité, il faut le réfléchir sur toutes ces dimensions qui sont aussi l'intégration de ces personnes, les parcours professionnels et le maintien dans l'emploi tout au long et dans le collectif, voilà, tout au long de la vie de ces femmes qui intégreront la filière. Donc, c'est vrai que c'est un processus long et vous l'avez rappelé, effectivement, on est aux prémices, la route est longue. Mais de le penser effectivement en amont, ben, l'intégration, elle est de toute façon indispensable pour être réussie, d'être pensée à l'avance. Donc, il faut le garder aussi en tête. Donc, c'est un ensemble d'actions à mener conjointement sur ces questions de développement de la mixité dans la filière. Merci. J'en profite. Je pense que vous avez déjà dû lire les outils qu'on avait partagés avec le comité de pilotage, mais il y a bien ces questions d'intégration des femmes dans les équipes, d'accompagnement dans leur parcours de formation, etc. Tout ça, ça fait partie des fiches de ce guide de bonne pratique qu'on propose, qui est à la fois sur des aspects légaux, qu'est-ce que dit la loi, et je sais que normalement, il n'y a pas besoin de le rappeler parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais parfois une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et à côté de ça, en effet, quelles sont les bonnes pratiques volontaristes à mettre en place dans l'entreprise. Donc, on a essayé vraiment d'avoir toutes ces données-là à proposer à nos chefs d'entreprise et responsables RH. Alors, moi, je ne vois pas d'autres mains levées ou de prise de parole, mais ah si, Madame Dubreuil. Madame Dubreuil, allez-y, je vous laisse la parole. Et votre micro est coupé, comme je ne vous vois pas. Alors, Madame Dubreuil a baissé sa main, c'est dommage. Ou Madame ou Monsieur, d'ailleurs, pardon, c'est peut-être Monsieur, excusez-moi. Oui, oui, bien sûr, on pourra partager le diaporama. Monsieur Dubreuil? Alors, est-ce qu'il y a une autre réaction en attendant peut-être que Monsieur Dubreuil mette son micro? Laure, je t'écoute. Vas-y. Bonjour.
Donc Laure Chéniaud, je suis de l'ARP Normandie, l'association de promotion de l'éco-construction. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Et je me questionnais, est-ce que c'est les outils qui sont mis en place, est-ce qu'ils sont exclusivement dédiés aux entreprises de la filière bois ou est-ce que c'est des outils qui pourraient être éventuellement dédiés à des entreprises, d'autres entreprises du secteur du bâtiment? Donc ça, c'est la première question. Et puis j'avais une autre question, peut-être sur quelques précisions sur la suite du travail que vous allez faire avec les organismes de formation. Parce qu'en effet, monsieur Picard disait il n'y avait pas de candidate qui se présentait. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement un peu en aval? Et ça m'intéresserait de savoir ce qui est prévu pour la suite de cette étude. Voilà. Est-ce que Ange, tu veux répondre ou je poursuis Oui, oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette question. En effet, le questionnaire et le guide ont été construits dans le cadre du projet mixité dans la filière forêt-bois, mais il n'y a absolument rien qui l'empêche de sortir de ce cadre-là, parce que la mixité, c'est, euh, c'est un objectif qui touche aussi d'autres filières, donc ce serait que, que ce travail puisse inspirer aussi d'autres secteurs d'activité. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'il puisse sortir de ce cadre. En revanche, donc pour le travail à faire auprès des organismes de formation, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Qu'est-ce que vous voulez dire avec en aval des organismes de formation? Auprès directement du grand public? Non, non, justement, c'était plutôt en aval du recrutement, donc auprès des organismes de formation. Je me demandais juste quels allaient être les objectifs de la poursuite de l'étude au niveau des organismes de formation. Eh bien, Enfin, exactement comme on en a quoi ça fait va consister? dans un premier temps. Donc, ça va être comme on a fait pour les entreprises de la filière forêt-bois. Il va falloir aller sur le terrain pour récolter des données. Et une fois qu'on a aggloméré toutes ces données, on essaie de leur donner un sens. Mais effectivement, ça passe déjà par un état des lieux. Et l'état des lieux va conditionner la suite de l'action. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est-à-dire, il y aura des préconisations. En gros, on aura. L'idée, c'est d'avoir des préconisations un petit peu plus ciblées par rapport aux méthodes des centres de formation. Et est-ce Ok. que derrière, il faut les accompagner pour qu'ils aillent toucher plus de collèges et qu'ils aient un message plus axé sur les filles au collège? Est-ce que c'est des des événements spéciaux lors de leurs portes ouvertes? Est-ce qu'il leur faut plus de fiches métiers Mm. au féminin pour les distribuer sur des salons? Voilà, il y a beaucoup de choses à construire. Est-ce que c'est peut-être un mentorat, un marrainage ou un parrainage pour les filles qui arrivent pour pas qu'elles partent ailleurs au bout de 3 semaines parce que elles se sentent pas très très bien. Mm. Euh, et voilà, on avait encore là tout à l'heure le témoignage. Ange, tu étais avec Pierre dans l'un des centres de formation de la région. On voyait quand même arriver une prise de conscience des garçons de alors je sais plus ce que c'était comme c'était un BTS. Non, je sais plus qui vous avez dit. C'était des terminales. C'était des terminales et justement, Bac pro. je souscris un petit peu à ce que tu dis, c'est qu'il y a un travail à faire auprès des organismes de formation, mais aussi à direction des publics masculins, parce que il ne s'agit pas juste d'attirer Ok. plus de filles, mais de créer un espace où elles se sentiront bien et viendront de façon plus naturelle. Ok, super. Ouais, ouais, ça a bien répondu à ma question. J'ai hâte de connaître la suite. Nous aussi. Alors, finalement, Monsieur Dubreuil n'a pas accès à son micro, donc on répond en chat à côté. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous avez d'autres réactions? Mais il y a aussi un élément qui fonctionne bien, c'est le témoignage. C'est-à-dire, par exemple, nous avons dans notre équipe à Évreux une jeune femme qui est de terrain, qui a vachement bien évolué dans nos structures, qui s'appelle Violette.
et qui pourrait très bien témoigner. Je ne sais pas si François Eudes vous l'a proposé, mais en tous les cas, moi je vous le dis, c'est une jeune fille qui est là depuis quelques années chez nous, qui a très bien progressé et qui est vraiment un échantillon représentatif, si je puis dire, de ce qu'on souhaite chez Alliance. Donc je vous le dis, parce que un témoignage sur les réseaux sociaux, je sais que d'autres coopératives le font, notamment celle du centre de la France, et ça a des très bonnes répercussions. C'est au Voilà. programme et je prends les Voilà. noms et je verrai avec François pour aller Voilà, interviewer voyez avec lui. Voilà, d'autres ouais. personnes. Voilà. Ok, merci. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que il faut multiplier aussi les supports de communication à destination des jeunes et travailler sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal qui les touche énormément. Je crois même qu'il faut arriver à faire une petite vidéo vraiment de terrain pour voir exactement ce que fait la personne, et non pas simplement un témoignage devant un arbre. Il faut voir travailler la personne, voir que dans son coffre, on a des bottes et une combinaison, et faut être vraiment dans le concret, il me semble. Il y a quelques influenceurs qui font ça. La Chambre d'agriculture a lancé, alors pardon, c'était peut-être pas la Chambre d'agriculture, mais la structure qui gère l'emploi dans l'agriculture et la PECITA, je crois, qui a fait appel à une influenceuse qui s'appelle, je sais plus qui, droite dans ses bottes, là. Enfin, il y a une histoire de bottes. Et pour suivre des professionnels de la filière agricole sur le terrain. Et nous, on a été mis au courant parce qu'elle a notamment accompagné une entreprise de travaux sylvicoles qui est dans l'Orne pour une journée comme ça sur le terrain et qui a été reproduite dans une petite vidéo. Donc on prend toutes ces idées-là et Ange va pouvoir s'en nourrir pour qu'on propose des choses dans les mois qui viennent. On a Peut-être, encore une minute pour... Oui, oui, j'allais dire peut-être mettre aussi l'accent sur ce que vous avez dit, Monsieur Le Picard, tout à l'heure, mettre en avant des personnalités, vraiment axer sur les personnalités parce que les compétences, elles peuvent s'acquérir, mais la personnalité et puis tout ce qui va avec, c'est des choses qui sont propres aux individus. on a une petite dernière minute pour une dernière question ou une dernière réflexion. Et puis après, on vous enverra tous les documents pour que vous puissiez mûrir tout ça, le partager, revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Je suppose qu'à l'Assemblée générale du mois d'avril, il y aura une intervention sur ce sujet. On présentera ça et à nouveau à la rentrée de filière en août. Ne vous inquiétez pas, Ouais, on a prévu plusieurs temps comme ça dans l'année pour partager là-dessus. c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, j'ai mon marteau en l'air, il va bientôt retomber, sauf s'il y a une main qui se lève. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Nous vous remercions tous pour votre présence, pour avoir accompagné la démarche depuis le début. Et puis, j'espère qu'on pourra en reparler dans les mois qui viennent pour la disséminer un petit peu partout avec votre soutien qui nous est très précieux. Merci Merci beaucoup beaucoup. et à très bientôt. Bon après-midi à Merci tous. beaucoup.